Mon fils a dit « Le chien mange à table, toi à la cuisine ». Tout le monde a ri. Personne ne m'a défendue. Je suis restée silencieuse, j'ai baissé la tête et j'ai fait semblant que ça ne faisait pas mal. J'ai marché vers la cuisine et j'ai passé un seul appel. J'ai entendu de l'autre côté un simple « j'ai compris ». Ils ne savaient pas que cet appel. Aucun d'eux ne s'attendait à ça. Bonsoir à tous, je m'appelle Catherine, j'ai 64 ans. Et ce que je vais vous raconter est l'histoire la plus difficile de ma vie. Avant de commencer, je vous demande gentiment de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like sur cette vidéo et de me dire en commentaire d'où vous nous écoutez. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir que mon histoire vous touche. Merci. Maintenant, je commence. Paris, hiver 2024. La neige tombait doucement à l'extérieur de l'appartement haussmannien dans le 8e arrondissement. Dehors, les réverbères éclairaient les flocons qui dansèrent dans le vent glacé de février. Les voitures passaient au ralenti sur l'avenue Montaigne, leurs phares perçant à peine l'obscurité blanche. À l'intérieur, la chaleur du chauffage central contrastait violemment avec le froid qui s'était installé dans mon cœur. La table était dressée avec un soin méticuleux. Nappe en lin blanc brodé, achetée lors d'un voyage en Provence il y a 20 ans. Porcelaine de Limoges que j'avais choisie moi-même après la mort de mon mari en 1992. Verre en cristal de Baccarat, héritage de ma belle-mère. Couverts en argent massif gravés aux initiales de la famille. Une bouteille de Château Margaux 2015 trônait au centre de la table, déjà entamée, son contenu rubis luisant sous les lumières du lustre en cristal. 12 personnes étaient assises autour de cette table ovale. Des rires fusaient de toutes parts. Des conversations croisées sur les vacances aux Maldives, les nouveaux restaurants à la mode, les investissements immobiliers rentables. L'odeur du gigot d'agneau aux herbes de Provence, que j'avais préparé pendant 4 heures, flottait encore dans l'air, mêlée au parfum entêtant des bougies parfumées à la vanille que Jade avait apportées. Moi, Catherine, 64 ans, je me tenais debout près du buffet ancien en acajou, prête à servir le dessert. Une tarte tatin maison que j'avais commencé à préparer dès 8 heures du matin. J'avais mis ma plus belle robe noire, celle en crêpe de soie que je gardais pour les grandes occasions. Mes cheveux gris étaient relevés en chignon impeccable. Je portais le collier de perles fines que ma mère m'avait offert le jour de mon mariage, en 1982. Mes mains étaient encore légèrement rouges d'avoir fait la vaisselle tout l'après-midi. Mon fils Alexandre, 38 ans, était assis en bout de table, à la place d'honneur. Costume Dior, gris anthracite, qui lui donnait l'air d'un banquier londonien. Chemise blanche immaculée, cravate, Hermès bleu marine. Montre Patek Philippe au poignet gauche, celle qui coûte 45 000 €. Cadeau qu'il s'était offert pour fêter sa promotion. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés en arrière, avec du gel. Son visage était celui d'un homme qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. Il avait ce sourire suffisant, satisfait, celui que je connaissais trop bien et qui me rappelait douloureusement celui de son père. À sa droite, Jade, sa petite amie depuis 8 mois seulement, 26 ans à peine, cheveux blonds platine, raides comme des baguettes, lissés chaque matin au fer pendant 1 heure, ongles rouges démesurément longs, ornés de petits cristaux Swarovski. Robe Versace moulante couleur émeraude, qui laissait peu de place à l'imagination et qui, je le savais, avait coûté 3 000 € sur la carte bancaire d'Alexandre. Elle était influenceuse sur Instagram, 340 000 abonnés qui suivaient religieusement sa vie de luxe entièrement financée par mon fils. Elle postait des photos de sacs Chanel, de voyages en jet privé, de champagne rosé à 500 € la bouteille. À gauche d'Alexandre, Olivier. Mon beau-frère, le frère cadet de feu mon mari Claude. 52 ans, bedaine naissante qui débordait légèrement de sa chemise Ralph Lauren, calvitie avancée qu'il tentait de dissimuler avec quelques mèches rabattues sur le crâne. Associé minoritaire dans l'entreprise familiale d'importation de vin, mais qui n'avait jamais vraiment travaillé. Il arrivait toujours vers 10 heures du matin, partait systématiquement à 16 heures pour des rendez-vous importants, et réclamait des primes chaque fin d'année en arguant de son statut familial. Plus loin sur la table, Madame Morel, la mère de Jade, 58 ans, visage anormalement lisse et tendu par trop de séances de botox et de fils tenseurs. Regard perpétuellement méprisant, bouche pincée.
Elle portait un tailleur Chanel beige et une broche en diamant. Elle me considérait ouvertement comme une veuve chanceuse qui avait hérité sans mérite d'une entreprise qu'elle ne méritait pas. Chaque fois qu'elle posait ses yeux sur moi, je sentais le mépris, le jugement silencieux mais implacable. Les autres invités étaient des collègues d'Alexandre, jeunes cadres dynamiques en costume 3 pièces, des amis de Jade, toutes influenceuses ou aspirantes mannequins. Des gens que je connaissais à peine, mais qui envahissaient ma maison ce soir-là, buvaient mon vin, mangeaient ma nourriture et me traitaient comme une domestique. Alexandre venait de terminer une longue anecdote sur son dernier voyage à Dubaï. Séjour au Burj Al Arab, l'hôtel 7 étoiles le plus cher du monde, shopping dans les centres commerciaux démesurés où il avait dépensé 15 000 € en une après-midi, dîner dans un restaurant étoilé avec vue sur le golfe Persique. Tout le monde l'écoutait, fasciné, suspendu à ses lèvres, comme s'il racontait l'exploration d'une terre inconnue. Puis, sans prévenir, en plein milieu de son récit, sur une soirée dans un club privé, il s'est arrêté net. Il m'a regardé. J'apportais une carafe d'eau fraîche vers la table, marchant lentement pour ne pas renverser. Et il a dit, d'une voix forte et claire, avec ce sourire moqueur qui lui donnait l'air d'un adolescent cruel. « Maman, le chien mange à table. Toi, à la cuisine. » Le silence s'est abattu comme une chape de plomb. 3 secondes interminables où le temps semblait suspendu. 3 secondes pendant lesquelles j'ai senti mon estomac se nouer violemment, ma gorge se serrer, mes yeux picoter. Puis, l'explosion. Les rires ont éclaté de partout, stridents, cruels. Jade s'est presque étouffée avec son vin Château d'Yquem, tellement elle riait fort, la main devant la bouche. Olivier a tapé des mains comme un enfant ravi en criant « Excellent, excellent Alexandre !» avec des larmes de rire au coin des yeux. Madame Morel a souri. Pas un vrai sourire, mais ce rictus satisfait, haineux, celui de quelqu'un qui vient d'assister à l'humiliation publique de quelqu'un qu'il méprise. Certains invités ont ri nerveusement, mal à l'aise, mais n'osant pas sortir du groupe. D'autres ont baissé les yeux vers leur assiette, gênés mais silencieux. Personne, absolument personne ne m'a défendu. J'ai senti mes joues s'embraser. Mes mains ont tremblé. La carafe d'eau a failli glisser de mes doigts. J'ai regardé Alexandre droit dans les yeux. Mon fils unique. L'enfant que j'avais porté 9 mois dans mon ventre. Celui pour qui j'avais tout sacrifié pendant 38 ans. Il continuait de rire, visiblement très fier de sa blague, savourant les applaudissements de son public conquis. J'ai baissé la tête lentement. J'ai posé la carafe sur la table avec une précision calculée, sans faire de bruit. J'ai plié ma serviette de table soigneusement, comme si c'était le geste le plus important de ma vie. Puis, je me suis levé sans un mot. Mes talons aiguilles noirs ont claqué sur le parquet ciré en chêne massif. Chaque pas résonnait dans le grand salon silencieux. J'ai traversé la pièce sous les regards indifférents ou amusés. J'ai poussé doucement la porte de la cuisine. Derrière moi, presque immédiatement, les conversations ont repris leur cours normal. Les rires aussi. Comme si de rien n'était. Comme si je n'existais tout simplement pas. Quand j'ai refermé la porte derrière moi, le silence m'a enveloppé comme une couverture froide. J'ai enfin pu respirer profondément. Mais je ne tremblais pas de peur ou de tristesse. Je tremblais de rage pure, une rage froide, méthodique, contenue depuis trop longtemps, depuis des décennies peut-être. Et ce soir, cette rage ancienne venait brutalement de se réveiller. Et elle avait faim de justice. Dans la cuisine, je me suis appuyé des 2 mains sur l'évier en marbre blanc de Carrare. Le froid de la pierre a pénétré mes paumes. J'ai respiré profondément 3 fois, lentement, en comptant mentalement jusqu'à 10 à chaque expiration. Une technique de respiration que j'avais apprise il y a des années, quand les crises d'angoisse me réveillaient la nuit après la mort de Claude. J'ai levé les yeux vers la fenêtre au-dessus de l'évier. Mon reflet tremblait dans le verre embué par la vapeur du lave-vaisselle qui tournait encore. J'ai vu mon visage, 64 ans, cheveux gris argentés, rides profondes autour des yeux et de la bouche. Les marques du temps, du travail, des nuits blanches passées à gérer une entreprise que personne ne croyait capable de diriger. Je portais toujours ce collier de perles. Ma mère me l'avait offert le jour de mon mariage avec Claude, en juin 1982. Catherine, m'avait-elle dit,
Ces perles viennent de ta grand-mère. Elles ont traversé 2 guerres, 3 générations de femmes fortes. Ne les oublie jamais. Je les ai touchées machinalement. Elles étaient chaudes contre ma peau. Dehors, la neige continuait de tomber doucement sur Paris. Les toits des immeubles haussmanniens étaient blancs. La ville semblait endormie, paisible. Mais à l'intérieur de moi, une tempête se levait. J'ai fermé les yeux. Et j'ai pensé à 3 moments que personne dans cette salle à manger ne connaissait. 3 moments qui avaient façonné tout ce que je suis devenu. 3 secrets enterrés depuis des décennies. Premier moment, 1985. J'avais 25 ans. Alexandre avait 3 ans à peine. Un petit garçon blond aux yeux bleus qui courait partout dans l'appartement en riant. Mon mari Claude dirigeait déjà l'entreprise familiale d'importation de vins fins. Nous habitions ce même appartement dans le 8e arrondissement, hérité de son père. Un après-midi de novembre, j'étais rentrée plus tôt que prévu d'un rendez-vous médical annulé. J'avais ouvert la porte du bureau de Claude et je l'avais trouvé, avec sa secrétaire, Valérie, 22 ans, brune aux jambes interminables. Sur le bureau en acajou, nos papiers de mariage éparpillés par terre. Il ne m'avait même pas entendu entrer. Quand Claude m'avait finalement vu, figé dans l'embrasure de la porte, il était devenu blanc comme un linge. Valérie avait fui en courant, à moitié habillée. Claude était tombé à genoux. Il avait pleuré, supplié. « Catherine, pardonne-moi. C'est la première fois, je te le jure. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je t'aime tellement. Pense à Alexandre. Ne détruis pas notre famille. » J'avais 25 ans, pas de diplôme universitaire, pas de métier, pas d'argent à moi. Alexandre dépendait entièrement de nous deux. Alors j'avais englouti ma douleur, j'avais ravalé mon humiliation, et j'étais restée. Mais quelque chose en moi s'était brisé ce jour-là, quelque chose qui ne s'était jamais réparé. Deuxième moment, 1992. Claude est mort dans un accident de voiture sur l'autoroute A10, entre Paris et Bordeaux. Il revenait d'une réunion avec des producteurs de vin. Collision frontale avec un camion à 4 heures du matin. Mort sur le coup. Il avait 39 ans. La police m'avait téléphoné à 6 heures du matin. J'avais réveillé Alexandre, qui avait alors seulement 10 ans. Je lui avais dit que papa était parti au ciel. 3 jours plus tard, au cabinet du notaire Maître Dupont, rue de Rivoli, j'avais appris que Claude m'avait tout légué. L'appartement, l'entreprise, les comptes bancaires, tout. Sa famille était furieuse, son frère Olivier surtout. Cette entreprise appartient aux hommes de la famille Delacroix depuis 1947. Une femme ne peut pas diriger ça. Tu ne connais rien au vin, Catherine. J'avais souri poliment, signé les papiers et pris les rênes. Les 6 premiers mois avaient été un cauchemar. Les fournisseurs ne me prenaient pas au sérieux. Les clients demandaient à parler à un homme compétent. Les employés me testaient constamment, arrivaient en retard, ignoraient mes instructions. Mais j'avais tenu bon. J'avais appris, seul. La nuit, après avoir couché Alexandre, j'avais dévoré des livres sur la gestion d'entreprise, sur les vins, sur la comptabilité. J'avais assisté à des salons professionnels, toujours la seule femme au milieu de centaines d'hommes en costume. Et en 5 ans, j'avais doublé le chiffre d'affaires. Ouvert des bureaux à Lyon et Bordeaux. Signé des contrats avec des châteaux prestigieux. L'entreprise Delacroix Importation était devenue une référence dans le secteur. Mais pour mon fils Alexandre, pour sa famille, pour le monde entier, j'étais juste la veuve qui avait eu de la chance. Troisième moment, 2003. Alexandre avait 17 ans, élève brillant au lycée Janson de Sailly. Il voulait intégrer HEC, comme son père avant lui. Il commençait à s'intéresser à l'entreprise, me posait des questions sur les chiffres, les stratégies commerciales. Un soir, à table, je lui avais expliqué une décision difficile que j'avais prise. Refuser un gros contrat avec un distributeur malhonnête qui proposait des prix alléchants mais travaillait avec des producteurs peu scrupuleux. Alexandre m'avait regardé avec cet air condescendant, le même qu'il avait ce soir dans la salle à manger, et il avait dit « Maman, tu ne comprends pas? En affaires, il faut être pragmatique. Papa l'aurait accepté ce contrat. Mais bon, tu es une femme. Tu ne peux pas comprendre ces choses-là. 17 ans.
mon propre fils. J'avais senti quelque chose se briser à nouveau en moi. À partir de ce jour-là, j'avais commencé à observer Alexandre différemment. J'avais vu comment il me parlait avec cette légère condescendance. Comment il ignorait mes conseils. Comment il parlait de reprendre l'entreprise familiale comme si je n'en étais que la gardienne temporaire. Et c'est là que l'idée avait germé. 12 mars 2005. Alexandre venait d'avoir 19 ans. Il venait d'intégrer HEC. Il voulait faire un stage dans l'entreprise pendant l'été. Il était euphorique, plein d'énergie, convaincu que son destin était tracé. Ce jour-là, sans rien lui dire, j'étais allé voir Maître Renaud, un avocat discret, rigoureux, recommandé par une amie. Son cabinet se trouvait dans une petite rue tranquille du 7e arrondissement, loin des regards indiscrets. Je lui avais expliqué ma situation, mes craintes, mon intuition qu'Alexandre n'était pas prêt, qu'il ne me respectait pas, qu'il risquait de tout détruire par arrogance. Maître Renaud m'avait écouté pendant 2 heures, puis il avait dit « Madame, je comprends, et j'ai une solution, légale, blindée, personne ne pourra la contester. » Nous avions rédigé ensemble une série de documents notariés, des statuts modifiés de l'entreprise, des clauses cachées dans les actes de propriété, des pourcentages d'actions redistribués avec des conditions très précises. Le résultat était simple mais implacable. Je conservais 78% des parts de l'entreprise Delacroix Importation S.A. Alexandre en recevait 15%. Olivier gardait ses 7%. Mais surtout, Alexandre ne pouvait rien vendre, rien dissoudre, rien transférer sans mon autorisation écrite et notariée. Il pouvait diriger l'entreprise au quotidien, prendre des décisions opérationnelles. Mais il ne pouvait jamais, jamais en devenir propriétaire absolu. Tant que je serais vivante, je serais la véritable patronne. Ces documents avaient été enregistrés au greffe du tribunal de commerce, signés devant notaire, légalement inattaquables. Et je n'en avais parlé à personne, ni à Alexandre, ni à Olivier, ni à qui que ce soit. Pendant 20 ans, j'avais laissé Alexandre croire qu'il était le patron. Je l'avais laissé diriger, prendre les décisions courantes, signer les contrats, négocier avec les clients. Je l'avais laissé s'installer dans son illusion de pouvoir. Et pendant 20 ans, j'avais observé, j'avais attendu, j'avais espéré qu'il changerait, qu'il me respecterait enfin, qu'il comprendrait tout ce que j'avais fait. Mais ce soir, dans cette salle à manger, avec cette phrase cruelle lancée devant tout le monde, « Le chien mange à table, toi à la cuisine », j'avais compris que ce moment n'arriverait jamais. Alexandre ne changerait pas tout seul. Il avait besoin d'une leçon, une vraie, une qui marquerait sa vie à jamais. Et cette leçon, j'allais la lui donner. Dans la cuisine, j'ai sorti mon téléphone portable de la poche de ma robe. Un iPhone 13, simple, sans fioriture. J'ai ouvert le répertoire. Le numéro n'y était pas enregistré. Par sécurité. Mais je le connaissais par cœur. J'ai composé les 10 chiffres, lentement, avec une précision presque cérémonielle. 2 sonneries, puis une voix masculine, posée, professionnelle. Oui, Madame Catherine, c'était Maître Renaud, mon avocat, mon allié secret depuis 20 ans, le seul qui connaissait toute la vérité. J'ai pris une grande inspiration. Dehors, un flocon de neige s'est écrasé contre la vitre de la cuisine. Et j'ai dit, d'une voix claire et ferme, 4 mots qui allaient tout changer. Activer le protocole Aurora. Silence à l'autre bout du fil, puis, sans la moindre hésitation. J'ai compris. Ce sera fait dans 48 heures. J'ai raccroché sans ajouter un mot. Mes mains ne tremblaient plus. Mon cœur battait calmement, régulièrement. J'ai remis le téléphone dans ma poche. Dehors, Paris dormait sous la neige. Dans la salle à manger, les rires continuaient. Alexandre racontait une nouvelle histoire. Personne ne pensait à moi. Mais dans 48 heures, tout allait basculer. Et pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Un vrai sourire. Celui d'une femme qui venait de reprendre le contrôle de sa vie. J'ai remis le téléphone dans ma poche. Mes mains ne tremblaient plus. Mon cœur battait calmement, régulièrement, comme celui d'un général qui vient de donner l'ordre de bataille décisif. J'ai regardé autour de moi. La cuisine où j'avais passé des milliers d'heures. Les placards en chêne massif que j'avais fait installer en 1995 avec mes propres économies.
Le grand plan de travail en granit noir où j'avais préparé tant de repas pour Alexandre quand il était enfant. Les casseroles en cuivre suspendues au mur, héritées de ma mère. Combien de fois m'étais-je tenue exactement ici, dans cette même position, à me demander si j'avais pris les bonnes décisions? Combien de nuits blanches avais-je passé ici, assise sur cette chaise près de la fenêtre, à calculer les budgets de l'entreprise pendant qu'Alexandre dormait paisiblement dans sa chambre? Combien de sacrifices, combien d'humiliations avalées en silence? Trop, bien trop. Mais ce soir, tout cela allait enfin servir à quelque chose. Le protocole Aurora. Un nom que Maître Renaud et moi avions choisi ensemble en 2005. Aurora, comme l'aube. Le moment où la lumière chasse l'obscurité. Le moment où tout redevient visible. Ce protocole était simple. Dès que je prononçais ces mots, Maître Renaud devait envoyer une série de documents officiels à toutes les parties concernées. La banque BNP Paribas qui gérait les comptes de l'entreprise, le greffe du tribunal de commerce de Paris, les associés minoritaires et bien sûr, Alexandre lui-même. Ces documents révéleraient la vérité que j'avais gardée secrète pendant 20 ans, qu'il n'était pas le véritable propriétaire de l'entreprise Delacroix Importation, que je l'étais, que je l'avais toujours été, et que sans mon autorisation écrite et notariée, il ne pouvait strictement rien faire. 48 heures. Dans 2 jours, Alexandre recevrait le premier email. Le premier choc. Le début de la fin de son arrogance. J'ai pris une grande inspiration. J'ai lissé ma robe noire. J'ai vérifié mon chignon dans le reflet de la fenêtre. Puis j'ai ouvert la porte de la cuisine et je suis retournée dans la salle à manger. Les conversations continuaient. Personne n'avait remarqué mon absence prolongée. Ou plutôt, personne ne s'en souciait. Alexandre était toujours au centre de l'attention. Il racontait maintenant une anecdote sur une négociation commerciale qu'il avait menée avec un distributeur allemand. Je lui ai dit, « Soit vous acceptez mes conditions, soit je pars. » Et vous savez quoi? Il a cédé en moins de 5 minutes. Tout le monde applaudissait. Jade le regardait avec des yeux émerveillés, comme s'il venait de décrocher la lune. Olivier levait son verre en criant « Bravo Alexandre, tu es un vrai requin !» Je me suis assise discrètement à ma place au bout de la table, près de la fenêtre. L'endroit le moins visible. L'endroit où on met les invités dont on veut oublier la présence. Madame Morel m'a lancé un regard méprisant. Elle a murmuré quelque chose à l'oreille de Jade, qui a pouffé de rire en me regardant. J'ai souri intérieurement. Riez tant que vous voulez. Dans 48 heures, vous ne rirez plus du tout. J'ai pris mon verre de vin. Un château Margaux, que j'avais moi-même sélectionné lors d'un voyage à Bordeaux l'année dernière. J'ai bu lentement, savourant chaque gorgée. Sous la table, j'ai touché l'anneau que je portais à l'annulaire droit. Une émeraude sertie dans de l'or blanc. Cet anneau appartenait à ma grand-mère paternelle. Elle me l'avait donné sur son lit de mort, en 1980, quand j'avais 20 ans. « Catherine », m'avait-elle dit d'une voix faible, « cet anneau a une histoire. Je l'ai porté le jour où j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie. Le jour où j'ai quitté ton grand-père parce qu'il me traitait comme une domestique. Garde-le. Et porte-le le jour où tu devras toi aussi prendre une décision difficile mais juste. » J'avais porté cet anneau 3 fois dans ma vie. La première fois en 1985, quand j'avais décidé de rester avec Claude malgré son infidélité. La deuxième fois en 1992, quand j'avais décidé de reprendre l'entreprise après sa mort. Et la troisième fois aujourd'hui, 12 février 2024, quand j'avais décidé d'activer le protocole Aurora. Un instant, mesdames et messieurs qui m'écoutez. Je voudrais juste vous demander quelque chose de très simple. Si cette histoire vous touche, si vous voulez connaître la suite, prenez 2 secondes pour vous abonner à cette chaîne et mettre un like sur cette vidéo. Ça m'aide énormément. Merci de votre soutien. Je continue maintenant. Alexandre s'est levé de table. Il a tapé dans ses mains pour attirer l'attention. « Mes amis, je voudrais porter un toast !» Tout le monde s'est tu. Les verres se sont levés. Ce soir, nous célébrons plus qu'un simple dîner entre amis. Nous célébrons le succès. Nous célébrons l'ambition. Nous célébrons ceux qui osent prendre des risques et qui gagnent. Applaudissements nourris. Jade battait des mains comme une enfant excitée. Alexandre a continué, sourire éclatant. Et je veux remercier quelqu'un en particulier, quelqu'un qui a toujours été là,
quelqu'un sans qui rien de tout cela ne serait possible. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Allait-il enfin me reconnaître? Allait-il enfin dire merci? Je veux remercier mon père, Claude Delacroix, qui a fondé cette entreprise et qui m'a transmis ses valeurs de travail et d'excellence. Papa, où que tu sois, ce toast est pour toi. Les verres se sont entrechoqués. À Claude. À Claude! Moi, assise dans mon coin, invisible, j'ai senti quelque chose se durcir définitivement dans ma poitrine. Mon père. Mon père qui a fondé l'entreprise. Mensonge. L'entreprise avait été fondée par son grand-père en 1947. Claude l'avait héritée. Et c'est moi qui l'avais sauvé de la faillite en 1995, quand les dettes s'accumulaient. Mais pour Alexandre, seuls les hommes comptaient. Seuls les hommes construisaient. Les femmes? Elles n'étaient que des figurantes dans l'histoire des grands hommes. J'ai bu mon vin jusqu'à la dernière goutte. Et j'ai attendu. 48 heures. Plus que 48 heures avant que le masque ne tombe. Avant que la vérité n'explose en plein visage de mon fils arrogant. Le dîner s'est terminé vers minuit. Les invités sont partis un par un. Remercions Alexandre pour cette soirée magnifique. Personne ne m'a dit au revoir. Jade est restée dormir dans la chambre d'Alexandre. Olivier est parti en titubant légèrement, trop de vin. Madame Morel est partie dans un taxi, sans un regard pour moi. J'ai ramassé les assiettes sales. J'ai nettoyé la table, j'ai rangé la cuisine. Comme toujours. Seul. Dans le silence de la nuit parisienne. Vers 1h du matin, tout était propre, impeccable. Comme si cette soirée n'avait jamais eu lieu. Je suis allée dans ma chambre. J'ai enlevé ma robe noire. J'ai détaché mon collier de perles. J'ai enlevé mon anneau en émeraude et je l'ai posé délicatement sur ma table de nuit. Je me suis couchée. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans angoisse, parce que je savais qu'enfin, justice allait être rendue. Le lendemain et le jour suivant sont passés normalement. Alexandre est allé au bureau, moi aussi. Nous nous sommes croisés sans vraiment nous parler, comme d'habitude. 2 étrangers vivant sous le même toit. Et puis, le 3e jour, lundi 14 février 2024, à 8h47 précise du matin, tout a basculé. Lundi 14 février 2024. Saint-Valentin. 8h47 du matin. Alexandre était dans son bureau avenue Hoche. Un bureau spacieux au 5e étage, avec vue sur l'Arc de Triomphe. Mobilier design italien. Fauteuil en cuir noir. 3 écrans d'ordinateur alignés sur son bureau en verre. Il buvait son café habituel. Un double expresso bio qu'il commandait chaque matin dans la boulangerie en bas de l'immeuble. Il parcourait ses emails professionnels en écoutant de la musique classique. Son téléphone a vibré. Notification email. Expéditeur, BNP Paribas Entreprise. Il a froncé les sourcils. Pourquoi la banque lui écrivait-elle un lundi matin? Il a ouvert le message. Objet. Révision urgente de titularité patrimoniale. Delacroix Importation S.A. Alexandre a senti son estomac se contracter légèrement. Il a cliqué. Le texte était court, froid, administratif. Monsieur Delacroix, nous vous informons que, conformément à la clause enregistrée le 12 mars 2005 au greffe du tribunal de commerce de Paris sous référence TC 2005 A 4782, la structure actionnariale de l'entreprise Delacroix Importation S.A. a été officiellement notifiée à notre établissement. Nous sollicitons votre présence immédiate dans nos locaux pour mise à jour des informations et signatures obligatoires. Cordialement, Direction juridique BNP Paribas. Alexandre a relu 3 fois, 4 fois. Il ne comprenait pas. Quelle clause? Quel enregistrement en 2005? Structure actionnariale notifiée? Il a immédiatement appelé Maître Renaud. Le numéro était enregistré dans son téléphone professionnel. L'avocat de la famille depuis des années. 3 sonneries. Cabinet Renaud, bonjour. Maître, c'est Alexandre Delacroix. J'ai reçu un email bizarre de la banque. Il parle d'une clause de 2005. Vous savez de quoi il s'agit. Silence à l'autre bout. Un silence trop long, trop pesant. Maître, vous êtes là? Oui, Alexandre, je suis là. Écoutez, je dois vérifier quelque chose dans nos archives. Ne raccrochez pas.
Alexandre a senti la sueur perler sur son front. Pourquoi cet avocat, habituellement si bavard, semblait-il soudain si nerveux? 4 minutes interminables se sont écoulées. Alexandre entendait des bruits de classeurs qu'on ouvrait, de papiers qu'on feuilletait. Puis maître Renaud est revenu en ligne. Sa voix était différente, hésitante, presque embarrassée. Alexandre, il faut qu'on parle, mais pas au téléphone. Pouvez-vous venir à mon cabinet aujourd'hui? Maintenant? Oui, maintenant. Mais dites-moi au moins de quoi il s'agit. Cette clause, c'est quoi? Silence encore. Puis, Alexandre, vous n'êtes pas le propriétaire légal de l'entreprise. Le monde s'est arrêté. Les bruits de la rue en bas ont disparu. Le tic-tac de l'horloge murale s'est figé. Quoi? Alexandre a murmuré, la bouche sèche. Vous dirigez l'entreprise? Oui, mais vous n'en êtes pas le propriétaire majoritaire. Vous ne l'avez jamais été. C'est impossible. Mon père m'a tout légué. J'ai les papiers. Votre père a légué l'entreprise à votre mère en 1992 et votre mère a modifié les statuts en 2005, légalement, devant notaire. Alexandre s'est levé brusquement. Sa chaise est tombée en arrière avec fracas. Quoi? Ma mère? Mais elle ne m'a jamais rien dit? Je sais, venez au cabinet. J'ai tous les documents. Oh, qui est le propriétaire alors? Maître Renaud a pris une grande inspiration. Votre mère, Alexandre. Catherine. Elle détient 78% des parts. Vous n'en avez que 15. Et sans son autorisation écrite, vous ne pouvez ni vendre, ni dissoudre, ni transférer quoi que ce soit. Alexandre a raccroché sans dire au revoir. Il tremblait de tout son corps. Ses mains étaient moites. Son cœur battait à tout rompre. Impossible. Impossible. C'était une erreur. Une confusion administrative. Il a attrapé son manteau et il est sorti en courant du bureau. 2 heures plus tard. 10h30. Cabinet de Maître Renaud, rue de Varennes, 7e arrondissement. Alexandre était assis dans un fauteuil en velours bordeaux. En face de lui, Maître Renaud, 60 ans, cheveux gris, lunettes rondes, étalait des documents sur son bureau ancien en bois massif. Voilà, Alexandre, les statuts modifiés de l'entreprise, signés le 12 mars 2005, enregistrés au greffe, notariés par Maître Dupont. Alexandre a pris les papiers. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine lire. Mais les mots étaient là, clairs, indiscutables. La Société de la Croix Importation S.A. est composée comme suit. Madame Catherine Delacroix, 78% des parts sociales. Monsieur Alexandre Delacroix, 15% des parts sociales. Monsieur Olivier Delacroix, 7% des parts sociales. Plus bas, Monsieur Alexandre Delacroix est nommé directeur exécutif avec pouvoir de gestion quotidienne. Toutefois, toute décision stratégique majeure incluant, mais ne se limitant pas à vente partielle ou totale de l'entreprise, dissolution, fusion, acquisition, transfert patrimonial, cession de parts, modification des statuts, nécessite l'approbation écrite et notariée préalable de Madame Catherine Delacroix. Alexandre a levé les yeux vers Maître Renaud. Pourquoi elle a fait ça? L'avocat a croisé les mains sur son bureau. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est entre vous et votre mère. Vous le saviez depuis le début? Oui. Et vous ne m'avez rien dit. Je suis l'avocat de votre mère, Alexandre, pas le vôtre. Mon devoir est envers elle. Alexandre s'est levé d'un bond, il a jeté les papiers sur le bureau. C'est une trahison. Une putain de trahison. Non, c'est de la prévoyance. Alexandre est sorti en claquant la porte. 12h30. Alexandre est rentré à l'appartement comme un fou. Il a monté les escaliers 4 à 4 sans attendre l'ascenseur. Il a ouvert la porte d'entrée avec violence. J'étais dans le salon, assise dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre. Je lisais Le Monde. Je buvais tranquillement mon thé à la camomille dans ma tasse en porcelaine blanche. Quand il est entré, j'ai levé les yeux calmement, comme si de rien n'était. « Bonjour Alexandre, tu rentres tôt aujourd'hui. » Il s'est arrêté net au milieu du salon. Son visage était rouge, ses poings serrés, ses yeux injectés de sang. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai posé ma tasse doucement sur la soucoupe. Le tintement du cristal a résonné dans le silence.
J'ai bu du thé. Pourquoi? Ne joue pas à ça avec moi. Sa voix a explosé dans l'appartement, si fort que les cadres au mur ont tremblé. La banque, maître Reynaud, ils m'ont dit que l'entreprise n'est pas à moi, que tu as tout manigancé en 2005. J'ai reposé mon journal calmement sur mes genoux. Manigancé? Non, j'ai simplement protégé ce que j'ai construit. Ce que tu as construit? Il hurlait maintenant. C'est mon père qui a construit cette entreprise. Je me suis levé lentement. J'ai marché vers lui avec des pas mesurés. Non, Alexandre, ton père l'a hérité. Moi, je l'ai sauvé de la faillite. Il m'a regardé comme si j'étais devenue folle. Tu mens. J'ai souri tristement. Va vérifier les comptes de 1995. Tu verras que l'entreprise était endettée à hauteur de 2 millions de francs. C'est moi qui ai négocié avec les créanciers. C'est moi qui ai trouvé de nouveaux clients. C'est moi qui ai tout reconstruit pendant que toi tu jouais avec tes petites voitures dans ta chambre. Ses lèvres tremblaient. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Parce que j'espérais que tu me respecterais sans avoir besoin de le savoir. Silence. Mais samedi dernier, tu m'as prouvé le contraire. Ses yeux se sont écarquillés. Il a compris. C'est à cause de ma blague? C'est pour ça que tu fais tout ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce n'était pas une blague, Alexandre. C'était une humiliation, devant 12 personnes, et tu as ri avec eux. Il a baissé la tête. Mais je n'avais pas fini. J'ai marché vers le buffet ancien. J'ai ouvert le tiroir du bas avec une petite clé dorée que je garde toujours sur moi. J'ai sorti la fameuse chemise en cuir marron. Je l'ai posée sur la table basse entre nous deux. Ouvre. Alexandre a regardé la chemise comme si c'était une bombe. Ses mains tremblaient. Il a fini par l'ouvrir. À l'intérieur, des dizaines de documents, tous datés de 2005, tous signés, tous notariés. Il a lu le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Je voyais son visage changer d'expression à chaque page. L'incrédulité, la colère, puis quelque chose de pire, la réalisation. 78%. Il a murmuré. Tu as 78%. Oui, depuis 2005. Oui, et je n'ai que 15%. Oui. Il a levé les yeux vers moi. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu, de la peur. Ça veut dire que je ne peux rien faire sans toi? Exactement. Je ne peux pas vendre l'entreprise? Non. Je ne peux pas la transférer? Non. Je ne peux pas prendre de décision majeure? Pas sans mon autorisation écrite et notariée. Il est tombé assis sur le canapé. Ses épaules se sont affaissées. Pourquoi tu as fait ça? Je me suis assise en face de lui. J'ai croisé les mains sur mes genoux. Parce qu'en 2003, tu m'as dit que je ne comprenais rien aux affaires, que j'étais juste une femme. Tu avais 17 ans. Il a fermé les yeux. Et parce qu'en 2005, quand tu es entré dans l'entreprise, tu m'as traité comme une secrétaire. Tu ignorais mes conseils. Tu parlais par-dessus moi dans les réunions. Ma voix est devenue plus dure. Et parce que pendant 20 ans, tu as cru que tout était dû. Tu as vécu dans cette illusion que tu avais construite alors que c'était moi qui avais tout fait. Alexandre a ouvert les yeux. Ils étaient rouges. Maman, je ne savais pas. Si, tu savais. Tu as choisi de ne pas voir. Il a baissé la tête. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai respiré profondément. Ça dépend de toi. Il a relevé la tête brusquement. Comment ça? Tu as 6 mois, Alexandre. 6 mois pour me prouver que tu peux changer, que tu peux me respecter, que tu peux reconnaître tout ce que j'ai fait. Et si je ne change pas? Ma voix est devenue glaciale. Alors je vends l'entreprise, à quelqu'un d'autre, et tu n'auras aucun mot à dire. Le silence est tombé comme une chape de plomb. Alexandre me regardait comme s'il me voyait pour la première fois de sa vie. Tu ferais vraiment ça? Oui. Tu détruirais l'héritage de papa? J'ai souri amèrement. L'héritage de ton père? Alexandre, ton père a failli tout perdre. C'est moi qui ai construit cet héritage. Et si tu ne le mérites pas, je le donnerai à quelqu'un qui le mérite. Il s'est levé lentement. Il a ramassé les documents. Il les a regardés une dernière fois, puis il m'a regardé. Je suis désolée, maman. Pourquoi exactement? Pour samedi, pour la blague, pour tout. Les excuses ne suffisent pas.
Les actions parlent plus fort. Il a hoché la tête lentement. 6 mois? 6 mois. Il est parti vers sa chambre sans ajouter un mot. Je suis restée seule dans le salon. Le soleil de février entrait par les grandes fenêtres. Paris brillait dehors. J'ai repris ma tasse de thé. Elle était tiède maintenant. Mais je l'ai bu quand même. Pour la première fois depuis des années, je me sentais légère. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais enfin dit la vérité. Le lendemain, Alexandre est allé au bureau très tôt. Il a convoqué Olivier dans son bureau. Il lui a tout expliqué. Olivier est devenu fou de rage. Quoi? Catherine nous a trahis? Non, elle nous a protégés de nous-mêmes. Olivier ne comprenait pas. Mais Alexandre commençait à comprendre. Les jours suivants, j'ai observé mon fils changer petit à petit. Il me consultait avant les décisions importantes. Il me demandait mon avis. Il écoutait mes suggestions. Jade a essayé de le convaincre de me poursuivre en justice. « Bébé, cette vieille t'a arnaqué. On peut attaquer. » Alexandre l'a regardé froidement. Ma mère ne m'a pas arnaqué. Elle m'a éduqué. 3 semaines plus tard, Jade était partie. Alexandre avait rompu. Olivier a été progressivement écarté de l'entreprise. Ses parts ont été rachetées. Il n'a plus jamais remis les pieds dans nos bureaux. Et moi, Catherine, j'ai continué à diriger dans l'ombre. Mais cette fois, tout le monde le savait. Et tout le monde me respectait enfin. Mars 2024. 3 semaines après la révélation. Les choses avaient changé, pas du jour au lendemain, mais progressivement, comme une plante qui pousse lentement mais sûrement. Alexandre arrivait au bureau à 8 heures maintenant. Pas à 10 heures comme avant. Il passait me voir dans mon bureau avant de commencer sa journée. « Bonjour maman, tu as bien dormi ?» C'était nouveau, ces petites attentions, ces questions simples mais sincères. Au début, j'étais méfiante. Je pensais que c'était du théâtre, une stratégie pour me manipuler. Mais au fil des jours, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose de différent, du respect, mais aussi de la honte. Un matin, il est entré dans mon bureau avec un dossier. « Maman, j'ai une proposition de contrat avec un distributeur italien. Mais avant de signer, je voulais ton avis. » J'ai pris le dossier. Je l'ai lu attentivement. Les chiffres étaient bons. Les conditions acceptables. C'est un bon contrat. Tu peux signer. Il a souri. Un vrai sourire. Pas celui arrogant d'avant. Merci. Je vais appeler Rome cet après-midi. Il allait sortir quand je l'ai arrêté. Alexandre? Oui? C'est bien que tu me consultes. Continue comme ça. Il a hoché la tête et il est parti, mi-mars. Les employés avaient remarqué le changement. Les réunions étaient différentes. Alexandre ne monopolisait plus la parole. Il écoutait, il demandait des avis, y compris le mien. Un jour, en pleine réunion commerciale, un jeune stagiaire a proposé une idée. Alexandre l'a interrompu brusquement. « Non, ça ne marchera jamais. Le stagiaire s'est tu, Penaud. » J'ai pris la parole. « Alexandre, laisse-le finir. » Alexandre m'a regardé. Quelque chose a passé dans ses yeux. Une résistance, puis une acceptation. « Tu as raison, pardon. Continue, Thomas. » Le stagiaire a continué. Son idée était bonne. Nous l'avons adoptée. À la fin de la réunion, Alexandre est venu me voir. « Merci de m'avoir recadré, j'avais tort. » C'est difficile d'écouter quand on a l'habitude de dominer. « Oui, mais je vais apprendre. » Fin mars. Jade a essayé de revenir. Elle a téléphoné à Alexandre 15 fois en une semaine. Elle a débarqué à l'appartement un samedi après-midi. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu la sonnette. Alexandre a ouvert. « Jade, qu'est-ce que tu fais là ?»« Bébé, s'il te plaît, on doit parler. Il n'y a rien à dire, c'est terminé. Mais je t'aime. » J'ai entendu Alexandre soupirer. « Non, Jade, tu aimais mon argent. Tu aimais le statut. Mais tu ne m'aimais pas moi. C'est ta mère qui te monte la tête. Cette vieille folle t'a manipulé. » Le ton a changé. La voix d'Alexandre est devenue froide. « Ne parle jamais de ma mère comme ça. Jamais. Maintenant pars. »« Alexandre, pars. » J'ai entendu la porte claquer, puis le silence. Alexandre est entré dans la cuisine. Il m'a regardé. « Tu as entendu ?»« Oui. Je suis désolée qu'elle t'ait insulté.
Ce n'est pas grave. Elle est partie. C'est tout ce qui compte. Il s'est assis à table. Il avait l'air fatigué. Maman, est-ce que tu crois que je peux vraiment changer? Je me suis assise en face de lui. Tu es déjà en train de changer. Je le vois. Mais est-ce que ça suffira? Est-ce que dans 6 mois, tu ne vendras pas l'entreprise? J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Ça dépend. Est-ce que tu changes parce que tu as peur de perdre l'entreprise ou parce que tu as vraiment compris? Il a baissé les yeux. Les deux. Au début, c'était juste la peur. Mais maintenant je vois tout ce que j'ai raté pendant des années. Je vois tout ce que tu as fait. Et j'ai honte. Ma gorge s'est serrée. L'important, c'est que tu le vois maintenant. Début avril. Olivier a tenté une dernière manœuvre. Il a engagé un avocat. Il voulait contester les statuts de 2005. Il prétendait que j'avais manipulé Alexandre quand il était mineur. Maître Renaud a ri au téléphone quand il m'a raconté ça. Catherine, cet homme est pathétique. Alexandre était majeur. Les documents sont parfaitement légaux. Il n'a aucune chance. Laissez-le essayer. Il perdra de l'argent pour rien. Effectivement, 3 semaines plus tard, le juge a rejeté la demande d'Olivier. Il a même été condamné à payer les frais de justice. Alexandre m'a appelé depuis le tribunal. « Maman, on a gagné. » Olivier est furieux. « Bien, maintenant il va peut-être nous laisser tranquilles. Il dit qu'il ne nous parlera plus jamais. Tant mieux, on n'a pas besoin de parasites. » J'ai entendu Alexandre rire, un rire léger, libéré, mi-avril. Un soir, Alexandre est rentré avec un grand bouquet de pivoines roses, mes fleurs préférées. « C'est pour toi. » J'étais surprise. « Pourquoi ?»« Si, parce que je ne t'ai jamais offert de fleurs. En 38 ans, jamais. » J'ai pris le bouquet. Les larmes me sont montées aux yeux. « Merci, Alexandre. » Il s'est approché, il m'a prise dans ses bras. Doucement, maladroitement. « Pardon, maman, pour tout. » J'ai fermé les yeux. J'ai respiré son odeur. Mon fils, mon petit garçon devenu homme. Enfin, je te pardonne. Nous sommes restés comme ça pendant de longues minutes, dans le salon baigné par la lumière dorée du soir parisien. Et j'ai su, à cet instant précis, qu'il avait vraiment changé. Pas complètement, pas parfaitement. Mais assez. Assez pour que je lui fasse à nouveau confiance. Assez pour que je sache que l'entreprise serait en bonnes mains. Fin avril. Nous avons organisé une réunion avec tous les employés. Alexandre a pris la parole devant tout le monde. J'ai une annonce à faire. À partir d'aujourd'hui, le nom de l'entreprise change. Des murmures ont parcouru la salle. Nous ne nous appelons plus Delacroix Importation. Nous nous appelons Catherine un fils, importation de vin fin. Le silence s'est abattu. Puis quelqu'un a applaudi. Puis un autre. Puis toute la salle. Je suis restée assise, figée. Les larmes coulaient sur mes joues. Alexandre s'est tourné vers moi. « C'est toi qui as construit tout ça, maman. Il est temps que tout le monde le sache. » J'ai souri à travers mes larmes, et j'ai su que j'avais gagné, pas contre lui, mais pour lui. Mai 2024, 4 mois après la révélation. Le changement de nom de l'entreprise avait fait du bruit dans le secteur. Les journaux spécialisés en parlaient. Catherine and Fils, quand une pionnière sort enfin de l'ombre, titrait la revue du vin de France. Des journalistes voulèrent m'interviewer. Je refusais poliment. Je n'avais pas fait tout ça pour la gloire. Je l'avais fait pour la justice, pour la vérité. Mais Alexandre insistait. « Maman, les gens doivent savoir. Ton histoire peut inspirer d'autres femmes. » Je ne suis pas un symbole, Alexandre. Je suis juste une mère qui a protégé son travail. Justement, c'est ça qui est puissant. J'ai fini par accepter une interview. Une seule. Pour un magazine économique féminin. La journaliste était jeune, 30 ans environ. Elle s'appelait Mathilde. Elle avait des yeux brillants de curiosité. « Madame Catherine, pourquoi avoir attendu si longtemps pour révéler la vérité ?» J'ai réfléchi avant de répondre. Parce que j'espérais ne jamais avoir à le faire. J'espérais que mon fils me verrait, me respecterait, sans avoir besoin de preuves juridiques. Et qu'est-ce qui a déclenché la révélation? Une phrase. Une seule phrase humiliante devant 12 personnes. Ça n'a été la goutte de trop. Mathilde prenait des notes frénétiquement. Que diriez-vous aux femmes qui vivent des situations similaires?
J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau. Paris s'étendait devant moi. Je leur dirais, protégez-vous, toujours, ne comptez jamais sur la reconnaissance spontanée des autres. Gardez des preuves de votre travail, gardez le contrôle de ce que vous construisez, parce que le monde oublie trop facilement ce que font les femmes. L'article est sorti 2 semaines plus tard. Il a été partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Des femmes m'écrivaient, elles me racontaient leurs histoires, leurs luttes invisibles, leurs sacrifices non reconnus. Je leur répondais à toutes. Une par une. Juin 2024, 5 mois après la révélation. Alexandre organisait un grand dîner. Mais cette fois, c'était différent. Il m'a demandé la permission. « Maman, j'aimerais inviter quelques personnes importantes, des partenaires, des clients, pour célébrer le nouveau nom de l'entreprise. Tu es d'accord ? » « C'est toi qui décides, Alexandre. » « Non, c'est nous qui décidons, ensemble. » Ce petit mot. Ensemble. Il résonnait comme une victoire. Alors oui, organisons ce dîner. Le soir du dîner, l'appartement était magnifique. Alexandre avait tout organisé lui-même. Il avait engagé un traiteur, décoré la salle à manger avec des fleurs fraîches, choisi les vins personnellement. 20 personnes étaient à présentes. Des distributeurs, des producteurs, des journalistes, des amis sincères. Pas de Jade, pas d'Olivier, pas de Madame Morel, seulement des gens qui nous respectaient vraiment. À table, Alexandre s'est levé pour porter un toast. « Mes amis, merci d'être venus ce soir. Nous célébrons plus qu'un simple changement de nom. Nous célébrons la vérité. » Tout le monde l'écoutait attentivement. Pendant des années, j'ai cru que j'avais construit cette entreprise, que j'en étais le pilier, que j'en étais le héros. Il a marqué une pause. Sa voix tremblait légèrement. Mais je me trompais, complètement. Le vrai pilier, c'est elle. Il m'a regardé. Ma mère, Catherine, celle qui a sauvé cette entreprise de la faillite en 1995. Celle qui a travaillé jour et nuit pendant 30 ans. Celle qui a sacrifié sa vie personnelle pour que moi, son fils ingrat, je puisse vivre confortablement. Les gens me regardèrent maintenant. Certains souriaient, d'autres avaient les larmes aux yeux. J'ai été aveugle, arrogant, cruel même. J'ai humilié ma propre mère devant des inconnus, et elle aurait pu me détruire. Elle en avait le pouvoir légal. Il a levé son verre, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a donné une leçon, la plus dure et la plus juste de ma vie. Elle m'a forcé à regarder la vérité en face. Sa voix s'est brisée. « Maman, devant tous ces témoins, je veux te dire merci. Merci de m'avoir élevé, merci de m'avoir éduqué, et merci de m'avoir pardonné. » Tout le monde a applaudi, fort, longtemps. Moi, je pleurais, sans honte, sans retenue. Alexandre est venu vers moi. Il s'est agenouillé devant ma chaise. « Pardon, maman, du fond du cœur. » J'ai posé ma main sur sa joue. « Je sais, mon fils, je sais. » Juillet 2024, 6 mois après la révélation. L'échéance que j'avais fixée. Alexandre et moi étions dans mon bureau. Il était nerveux, il se tordait les mains. Alors ? Alors quoi ? Les 6 mois sont passés. Tu as pris ta décision ? Tu vends l'entreprise ? Je l'ai regardé longuement. J'ai fait durer le silence volontairement. Puis, j'ai souri. Non, je ne vends pas. Il a expiré bruyamment, soulagé. Mais à une condition. Il s'est raidi. Laquelle ? Que tu continues comme tu as commencé, que tu me consultes, que tu me respectes, toujours. Je te le promets. Et que tu transmettes cette leçon. Si un jour tu as des enfants, des employés, n'importe qui, respecte ceux qui construisent dans l'ombre. Toujours. Il a hoché la tête vigoureusement. Je te le jure. Je me suis levé. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau. J'ai sorti un document officiel. Qu'est-ce que c'est ? Une modification des statuts. Tu passes de 15% à 35% des parts. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi ? Mais pourquoi ? Parce que tu as prouvé que tu le méritais, parce que tu as changé, et parce qu'un jour, cette entreprise sera à toi. Vraiment. Les larmes coulaient sur son visage. « Maman, mais je garde le contrôle majoritaire jusqu'à ma mort. C'est clair ?
Oui, bien sûr, c'est juste. Il m'a serré dans ses bras. Et j'ai su que j'avais fait le bon choix. Août 2024. Nous sommes partis en vacances ensemble, pour la première fois depuis des années, juste lui et moi, dans le sud de la France, à Cassis. Nous marchions sur la plage au coucher du soleil. Les vagues léchaient nos pieds nus. Maman, oui? Tu es heureuse maintenant. J'ai regardé l'horizon, le soleil orange qui disparaissait lentement dans la mer. Oui, Alexandre, je suis heureuse. Il a souri. Et moi aussi. Parce que j'avais enfin trouvé ce que je cherchais depuis 30 ans. Pas la vengeance, pas la victoire, mais la reconnaissance et l'amour véritable de mon fils. Décembre 2024, 10 mois après la révélation. Noël approchait. L'appartement sentait le sapin et les épices. J'avais décoré moi-même, avec soin, comme chaque année. Guirlandes dorées, boules rouges, une crèche provençale sur le buffet. Alexandre m'aidait à mettre la table. Pas comme un invité, comme un fils, vraiment. Les assiettes en porcelaine blanche ou les bleues? Les blanches, c'est plus élégant. D'accord. Et pour les verres? Non, les cristaux de baccarat, ceux de ma grand-mère. Il souriait en disposant chaque élément avec précision. Jamais je ne l'aurais imaginé faire ça il y a 1 an. Nous attendions 8 invités. Pas 50, pas des inconnus. Des gens qui comptaient vraiment. Maître Renaud et sa femme. Mathilde, la journaliste devenue amie. 2 anciens employés fidèles. Et 3 nouveaux partenaires commerciaux que nous avions rencontrés ensemble. Pas de parasites. Pas de faux semblants. Maman, tu crois que j'étais vraiment si terrible avant? Je me suis arrêtée. J'ai posé la nappe que je tenais. Tu n'étais pas terrible, Alexandre. Tu étais aveugle. C'est différent. J'ai tellement honte quand j'y repense. La honte est utile si elle te fait grandir, inutile si elle te paralyse. Il a réfléchi. Tu as raison. Les invités sont arrivés vers 19 heures. L'atmosphère était chaleureuse, sincère. Les conversations coulaient naturellement, les rires aussi. Maître Renaud m'a glissé à l'oreille. « Catherine, je suis fière de vous. Vous avez réussi ce que peu de mères réussissent. » Quoi donc? Transformer votre enfant sans le briser. Ces mots m'ont touché profondément. À table, Alexandre a à nouveau porté un toast. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas théâtral, c'était intime. Je veux juste dire merci à ma mère, pour sa patience, pour sa force, et pour ne pas m'avoir abandonné quand je le méritais. Tout le monde a levé son verre, mais sans applaudissements, juste des sourires complices. Après le dîner, Alexandre et moi sommes restés seuls dans le salon. Les invités étaient bas partis. La ville scintillait derrière les fenêtres. « Maman, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Qu'est-ce que tu aurais fait si je n'avais pas changé? Si après 6 mois, j'étais resté le même ?» J'ai bu une gorgée de tisane. J'ai réfléchi longuement. Honnêtement, j'aurais vendu, sans hésiter. Il a pâli. Vraiment? Oui, parce qu'une entreprise sans respect n'est qu'une coquille vide. L'argent ne suffit pas, il faut des valeurs. Il a hoché la tête lentement. Et maintenant, tu es sûr que je ne vais pas redevenir comme avant? Non, je ne suis sûr de rien. Mais je te fais confiance, c'est différent. Il a souri tristement. Je ne te décevrai plus jamais. Ne fais pas de promesses impossibles. Fais juste de ton mieux chaque jour. Janvier 2025. Nouvelle année, nouveau départ. L'entreprise se portait mieux que jamais. Les chiffres étaient excellents. L'ambiance au bureau aussi. Alexandre dirigeait avec fermeté, mais aussi avec humanité. Il écoutait, il consultait, il respectait. Un matin, il est entré dans mon bureau avec une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Son écriture. 3 pages. Chère maman, je t'écris cette lettre parce que certaines choses doivent être écrites pour être vraies. Je veux que tu saches que tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu as survécu à la trahison de papa. Tu as survécu à sa mort. Tu as relevé une entreprise au bord de la faillite. Tu as élevé seul un fils ingrat. Et malgré tout ça, tu ne t'es jamais plainte. Tu n'as jamais abandonné.
Je ne suis pas sûre que j'aurais eu cette force. Je t'aime, maman. Vraiment. Ton fils, Alexandre. J'ai pleuré en lisant, des larmes chaudes, libératrices. Quand j'ai relevé les yeux, Alexandre me regardait. C'est vrai, chaque mot. Je me suis levée, je l'ai serré dans mes bras. Merci, mon fils. Mars 2025. 1 an après la révélation. Nous avons organisé une cérémonie discrète au bureau pour célébrer 1 an de Catherine & Fils. Tous les employés étaient présents. Certains avaient préparé des discours, d'autres des cadeaux symboliques. Une jeune stagiaire, Sophie, 23 ans, s'est levée. « Madame Catherine, je veux vous dire merci. Grâce à vous, j'ai compris qu'une femme peut diriger une entreprise sans s'excuser d'exister. » Applaudissements. Un autre employé, Marc, 50 ans. « Vous m'avez embauché il y a 15 ans quand personne ne voulait de moi. Vous m'avez fait confiance. Je ne l'oublierai jamais. » Applaudissements encore. Alexandre a pris la parole en dernier. « Il y a 1 an, j'étais un homme arrogant qui croyait tout savoir. Aujourd'hui, je suis un homme humble qui sait qu'il a encore tout à apprendre, et ma meilleure professeure, c'est elle. » Il m'a tendu la main. Je me suis levée. Nous nous sommes tenus côte à côte. 2 générations, 2 visions, mais un seul respect. Avril 2025. Le printemps était revenu. Les cerisiers fleurissaient dans les rues de Paris. Un matin, Alexandre est entré dans mon bureau avec un grand sourire. « J'ai une nouvelle. Bonne ou mauvaise ? Très bonne. J'ai rencontré quelqu'un. Mon cœur a bondi. Vraiment ? Qui ? Elle s'appelle Élise. Elle est avocate, spécialisée en droit des entreprises. Elle est intelligente, drôle et surtout, elle ne s'intéresse pas à mon argent. Comment tu le sais ? Parce qu'elle gagne plus que moi. J'ai ri, un vrai rire. Alors c'est parfait. Quand est-ce que je la rencontre ? Samedi prochain, dîner à la maison, si tu es d'accord. Évidemment que je suis d'accord. Le samedi suivant, Élise est venue. 35 ans, cheveux châtains, regard intelligent. Elle m'a serré la main fermement. « Madame Catherine, Alexandre m'a beaucoup parlé de vous. En bien, j'espère. Il dit que vous êtes une légende vivante. » J'ai souri. Je suis juste une femme qui n'a pas abandonné. Nous avons dîné tous les 3. L'atmosphère était légère. Élise posait des questions pertinentes sur l'entreprise, sur mon parcours, sans flagornerie, juste avec curiosité sincère. À la fin du repas, Alexandre est allé chercher le dessert dans la cuisine. Élise s'est penchée vers moi. « Madame, je veux que vous sachiez quelque chose. Alexandre m'a raconté ce qui s'est passé il y a 1 an. La phrase cruelle. Votre réaction. Tout. Et je pense que vous avez eu raison. Parfois, les hommes ont besoin d'une leçon brutale pour ouvrir les yeux. » J'ai souri. « Vous me plaisez, Élise. Vous aussi. » Mai 2025, 14 mois après la révélation. Je me suis réveillée un matin avec une sensation étrange, une légèreté, une paix profonde. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. Paris se réveillait doucement, le soleil dorait les toits haussmanniens. J'ai pensé à tout le chemin parcouru, à la douleur, au sacrifice, aux humiliations, mais aussi à la victoire, à la reconnaissance, à l'amour retrouvé. J'ai pensé à cette soirée de février 2024, à cette phrase horrible. Le chien mange à table, toi à la cuisine. Et j'ai réalisé quelque chose. Cette phrase, aussi cruelle soit-elle, avait été le déclic nécessaire. Sans elle, je n'aurais jamais osé activer le protocole Aurora. Alexandre n'aurait jamais changé. Nous aurions continué dans ce mensonge confortable mais toxique. Parfois, il faut toucher le fond pour remonter. Parfois, il faut briser pour reconstruire. Et parfois, une mère doit être impitoyable pour sauver son fils. Décembre 2025, 2 ans après la révélation. Noël à nouveau. Cette fois, nous étions 4 à table. Catherine, Alexandre, Élise et Maître Renaud, que nous avions invités comme un membre de la famille. Alexandre a levé son verre. À ma mère, la femme qui m'a donné 2 vies. La première en me mettant au monde. La seconde en me remettant à ma place. Rire. Et surtout,
la femme qui a prouvé qu'on peut être forte sans être cruelle, qu'on peut punir sans détruire, qu'on peut aimer en étant exigeante. Il m'a regardé dans les yeux. « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon fils. » Nous avons trinqué, le cristal a chanté. Dehors, la neige tombait à nouveau sur Paris. Mais cette fois, dans mon cœur, c'était le printemps.